Très heureux de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce grand direct sur Mikoba Télévision. À la une de l'actualité, en mission officielle dans la ville de Kolwezi, le procureur général près la Cour de cassation a tenu ce 23 avril des consultations avec la population lors de cette activité à laquelle ont participé les procureurs du parquet de Kolwezi ainsi que d'autres magistrats. Firmin Vondé a souhaité recueillir les doléances des citoyens en matière de justice, les orienter et le cas échéant y apporter des solutions. Les détails sont à découvrir dans quelques instants. Et puis ce jeudi 23 avril, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, a ouvert les portes de son cabinet à 2 délégations. Il s'agissait des propriétaires des parcelles du lotissement Joli Parc, reçus en premier, et ensuite la délégation des responsables de BGFI Bank. Nous parlerons également de cet atelier qui a eu lieu dans le but de redynamiser le secteur de l'assainissement en milieu scolaire et garantir un cadre propre aux dirigeants que sont les élèves. Le directeur provincial de l'assainissement et cantonnage manuel, Arcel Dandoula, a rencontré le prophète Bonaventure Mukubu afin d'échanger sur des stratégies à mettre en place dans les écoles en matière bien sûr d'assainissement en accord avec la vision de la gouverneure de province, Ishi Masuka Saini. Les détails sont également à découvrir dans quelques instants au cours de ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikoba Télévision. Environ 3 millions d'enfants sont concernés par une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Nord Kivu. En lançant cette campagne, le vice-gouverneur, le commissaire Louis Second Karawa, a affirmé que le Nord Kivu restait l'une des provinces les plus frappées par un nombre élevé d'enfants non vaccinés. Suivez donc ici le commissaire divisionnaire Louis Second Karawa. Il est ici à la caméra de notre correspondant sur place, Patrick Saloua. Il faudra plus de 300 000 $ américains à la communauté locale de Moussienene, entité située en territoire de Lubero, pour voir sortir du sol le bâtiment qui devra abriter les services des urgences et le dispensaire de l'hôpital général de référence de cette agglomération. Ce bâtiment qui sera construit a une très grande utilité, déclare Dr Kasereka Mouyissa lui, médecin-chef de staff de l'hôpital général de référence de Moussienene. Pourquoi la construction des nouveaux services? C'est pour répondre à l'exigence de l'offre de soins de qualité aux patients pris en charge dans cet hôpital, en tenant compte des exigences modernes de la prévention et contrôle des infections, lesquelles exigences prônent la séparation des circuits pour les patients en ambulatoire et ceux qui sont hospitalisés afin d'éviter les maladies associées aux soins. Nous comptons sur la population et les bonnes volontés qui portent l'hôpital de Moussienene à cœur. La durée des travaux, comme nous l'avions déjà dit, elle dépendra de la mobilisation des fonds à partir des différentes sensibilisations. En lançant ces travaux de construction, la coordonnatrice principale du gouvernement militaire en charge de la santé, Madame Priska Luanda Kamala, a salué la détermination de la communauté locale à s'approprier ces projets. Avec une image positive, retenons que cette œuvre s'inscrit également en parfaite cohérence avec les piliers stratégiques du gouvernement provincial porté par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le général-major Somo Kakule Evariste, axé sur l'amélioration des infrastructures de base pour le bien-être de la population. Ce projet est le fruit d'une mobilisation locale remarquable et des contributions endogènes. Je ne peux que vous féliciter. Soulignons que l'hôpital général des références de Moussienene a été créé en 1948 sur initiative du premier évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni, Monseigneur Henri Pirard, avec le financement du Fonds du bien-être indigène. Et à Lubumbashi, les agents de la sous-traitance Mexo œuvrant au sein de l'entreprise AMMG Kinsever ont déclenché un mouvement de grève ce jeudi. À la base, le non-respect du SMIC ou la non-application du SMIC sur leur salaire, et ce, malgré les promesses faites par l'administration. Des détails avec Dorsin Elmouteb Api. Au sein des installations de l'entreprise MMG Kinsever, les agents de la sous-traitance MESCO ont observé un mouvement de grève ce jeudi 23 avril 2026. Donc, bantu bote mkaji umu makuta tunalomba makuta baripe makuta bien atambe bien wafa watongeze makuta.
La cause de cette prise de position est expliquée sous anonymat par le non-respect de l'application du SMIG par l'administration de l'entreprise. Les travailleurs de MESCO sont en grève parce que l'entreprise n'a pas respecté ce que le ministre a dit concernant le SMIG. Ils nous ont promis de payer le SMIG, mais ils ont payé le SMIG en ajoutant juste un petit rien de $30, de $20 là-dessus. Alors, les travailleurs disent à l'entreprise, non, respectez ce que le ministre a dit. Les engins ont été en arrêt, aucune activité n'a été menée, les agents décrient le comportement de l'équipe syndicale. Là, ils ne veulent pas entendre les syndicalistes, ils veulent voir juste l'argent. Ils ont promis d'ajouter, mais comme je vous avais dit, après 48 heures, les salaires vont intervenir. Les salaires vont intervenir, mais il n'y a pas, les SMIC ne se fait pas sentir. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Les syndicalistes disent que si tu ne veux pas travailler avec nous, tu n'as qu'à partir. Tu déposes ta démission, tu démissionnes. L'entreprise ne va pas fermer des portes. Les agents des MESCO ne jurent que par l'application du SMIG avant la reprise des activités. Du côté de l'administration, tous les efforts fournis pour atteindre Bruno Di Giovanni, manager de la société, n'ont pas abouti. Et dans la province de Lualaba, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya, a ouvert les portes de son cabinet à 2 délégations. Il s'agissait premièrement des propriétaires des parcelles du Joli Parc qui ont été reçus en premier. En deuxième est venu les responsables de BGFI Bank. Les détails sur ces 2 rencontres dans ce reportage. Visiblement frappés par le poids de l'âge, ces personnes sont malheureusement victimes d'une superposition des titres fonciers en faveur des entreprises chinoises. Ils ont tout d'abord été délocalisés du quartier Kasulo en 2016, puis orientés vers un lotissement appelé Joli Parc, aménagé en leur faveur. Hélas, à ce jour, leurs parcelles n'existent que sur papier. Ils sont donc victimes d'une spoliation. Sans défense et avec une voix tremblante, ces victimes ne pouvaient que plaider leur cause à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, leur dernier rempart. Touché et mécontent de la situation, l'honorable président Jean-Marie Kasseya, assisté par son conseiller en matière administrative, a immédiatement passé quelques coups de fil aux personnes concernées. Ensuite, il a promis à ses visiteurs de réunir toutes les parties prenantes dans les tout prochains jours. Mita convoqué une entreprise, mon asema iko parler dans le cadastre, na ministre, tout discuter les mambo, tout trouver compromis parce que je ne peux pas accepter. Banami délocalisé via Bibaya, moi Bamukasulu, Makuta Enu, Nenda Mumai, Bengira, Naleo Abaripaka, Manu Mabachak Pomonaka, Minera les dossiers au Temuzur ça. Reconnaissons les efforts et la bienveillance de l'honorable président et témoin de ses actions posées, cette délégation a rendu grâce à Dieu pour la vie de celui qu'ils appellent affectueusement l'homme du peuple. Amen. Puis, c'était le tour de la délégation BGFI Bank qui a eu à son tour à échanger avec l'honorable président. Au sorti de l'audience, Muriel Mananga, chargée des relations clients, s'est dite satisfaite de la rencontre. Nous sommes venus à l'Assemblée provinciale justement pour représenter notre banque, qui est la BGFI Bank. Nous sommes venus particulièrement pour essayer de proposer nos services. Nous attendons à ce que l'Assemblée provinciale soit satisfaite, déjà premièrement de ce qu'ils ont entendu et pourquoi pas finaliser par un contrat entre la banque et l'Assemblée provinciale. Et donc, un rendez-vous sera fixé après l'étude minutieuse de la question des victimes des Joli Parc. C'est donc une affaire à suivre.
Parlant infrastructure, cette fois-là, la gouverneure de province ici, Masuka Saini, est allée inspecter l'évolution des travaux de construction de la route Mununga, de quartier Jolicide Kazembe, pas loin de l'hôtel du gouvernement provincial. Une occasion pour la gouverneure d'évaluer l'évolution des travaux. Suivez. La modernisation urbaine poursuit son cours dans la province du Lualaba grâce à l'ingéniosité de la gouverneure Masuka. Le quartier Jolicide Kazembe se révèle aujourd'hui parmi les exemples patents. Les ouvriers s'activent à un rythme soutenu. Mercredi 22 avril 2026, la gouverneure du Lualaba a effectué une visite d'inspection sur l'avenue Mununga où elle a pu évaluer l'état d'avancement des travaux. Les avenues Kapulo, Kisanda, Moïse Tchombe et Assistant Nawej, autrefois impraticables, poussiéreuses en saison sèche et boueuses pendant la saison des pluies, sont progressivement transformées en routes modernes. Financés par l'exécutif provincial, ces travaux améliorent sensiblement la circulation et augmentent la beauté de ces coins situés non loin du gouvernorat. Sur un projet global de modernisation de 10 km de voirie prévu pour cette agglomération, plus de 50% sont déjà réalisés. L'enrobé posé sur la chaussée présente une épaisseur de 10 cm, gage d'une qualité remarquable. La gouverneure de province a voulu s'assurer que l'exécution respecte scrupuleusement les clauses du contrat. Pendant la saison de pluie, il était très difficile et là nous voyons que la société est en train d'accélérer avec les travaux. Nous voulons à la fin de la saison sèche que tous ces quartiers soient totalement asphaltés. Coup de chapeau à la société Emmanuel qui est en train de travailler. Nous voyons la couche qui est de plus de 10 cm. Donc c'est déjà une bonne chose. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka a profité de sa visite pour encourager les habitants du quartier à s'inscrire auprès de la Société d'énergie du Lualaba afin de pouvoir bénéficier de l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable. Sensibiliser la population qui est de ce côté que la province a une société d'énergie. Cette société d'énergie dispose aujourd'hui des panneaux solaires. Ils n'ont qu'à s'inscrire pour que nous puissions avoir des maisons éclairées. Cette descente s'inscrit dans une série de visites de terrain menées par l'autorité provinciale comme le recommande le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les gouverneurs des provinces soient beaucoup plus sur terrain que dans leurs bureaux climatisés. Ce projet illustre ainsi la détermination du gouvernement lualabais à moderniser les infrastructures urbaines et à offrir aux citoyens un cadre de vie plus digne et durable. Je vous l'annonçais au sommaire, en mission officielle dans la province du Lualaba, le procureur général près la Cour de cassation a tenu ce jeudi des consultations avec la population de la ville de Kolwezi. Il a souhaité recueillir les doléances en matière de justice et le cas échéant y apporter des orientations. C'est un reportage signé Léo Kingu et Kétian Fwamba. Divers dossiers ont été portés à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation lors des consultations organisées ce 23 avril sur l'esplanade du parquet général de Kolwezi. Il s'agissait notamment des litiges fonciers concernant Sakachala, Kamikungwa et d'autres zones, ainsi que de conflits opposant des entreprises à leurs travailleurs ou à des tiers. Au total, près de 20 personnes ont pris la parole pour exposer leurs préoccupations. À cause de la non-analyse de la possibilité de le mettre en liberté provisoire. Alors, et les dossiers étaient où avant qu'il soit envoyé en prison? Qu'il a envoyé en prison? J'ai juste les numéros de dossiers. Vous donnez? RMP 32 35 bar PG 059 bar TKA. Afin d'apporter des éclaircissements, des magistrats ont été associés à cet exercice. Pour chaque dossier évoqué, Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, a invité le magistrat en charge à s'exprimer. Il y a eu un cas fortuit, la déclaration d'une épidémie. Les médecins peuvent me corriger, on parle d'un pox. Et suite à cette déclaration, par le médecin de référence, l'ordre a été intimé au gardien de la prison de Dilala de suspendre tout accès des magistrats à cette prison. Après avoir écouté, le procureur général a orienté le cas.
Les séances de chambre de conseil vont bientôt reprendre parce que la maladie a été maîtrisée. Donc, votre doléance se résout d'elle-même parce que il y a eu suspension du fait qu'on ne pouvait pas sacrifier des magistrats qui devaient se rendre pour connaître la chambre du conseil. Firmin Vondé a rappelé que les litiges fonciers ne relèvent pas de sa compétence, mais celle des tribunaux. Compte tenu de son agenda chargé et de l'affluence, certains dossiers déjà enregistrés seront examinés ultérieurement en aparté. Cette activité s'inscrivait dans le cadre d'une mission officielle du Conseil supérieur de la magistrature. Et dans le but de redynamiser le secteur de l'assainissement en milieu scolaire, le directeur provincial de l'assainissement et cantonnage Manuel Arcel Ndandoula est allé à la rencontre du Proved Lualaba 1 Bonaventure Mukubu afin d'échanger sur les stratégies à mettre en place dans les écoles en matière d'assainissement. Suivez ce reportage signé la cellule de communication de cette direction. Le directeur provincial de l'assainissement et cantonnage Manuel Arsène Ndandoula a eu un tête-à-tête avec le Proved de l'enseignement Lualaba 1 Bonaventure Mukubu. Au centre de leurs échanges, la sensibilisation aux bonnes pratiques d'assainissement en milieu scolaire. Arsène Ndandoula, surnommé par la population Monsieur le Propre, s'est appuyé sur la note circulaire du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, un document qui met l'accent sur la protection de l'environnement et la promotion de la salubrité dans les écoles. De son côté, Bonaventure Mukubu a apporté des éclaircissements sur les contenus de cette circulaire. Il a également salué l'engagement du gouvernement provincial à travers la direction de l'assainissement pour ses efforts visant à offrir aux élèves un cadre de vie sain et à leur inculquer les notions de propreté. Je suis très flatté par la visite de monsieur le directeur de l'assainissement. Le directeur est venu solliciter la campagne de sensibilisation dans les écoles et je lui ai présenté les documents venant de notre hiérarchie qui nous demandent de sensibiliser les écoles parce que nous savons que la bonne éducation commence à la maison mais qui est prolongée jusqu'à l'école. Donc les enfants doivent étudier dans de bonnes conditions, dans un environnement hygiénique, favorable, n'est-ce pas, qui milite aussi pour leur apprentissage. Une vaste campagne de sensibilisation sera prochainement lancée conjointement au complexe scolaire Ewabora ainsi que dans plusieurs écoles de la province en conformité avec la politique de la gouverneure Fifi Masuka Seni qui vise à encourager la participation collective dans le cadre de l'assainissement. Autre chose, l'Institut congolais des administrateurs a organisé une session de formation dédiée au métier d'administrateur avec pour objectif d'améliorer la bonne gouvernance au sein des organisations congolaises sur l'étendue du territoire national. Suivez. Axée sur les thèmes devenir administrateur, cette formation a réuni plusieurs participants appelés à exercer comme administrateurs indépendants, tant public que privé. Cette session a été animée par Lyonso Kiombo, président des lycéas et directeur général des KPMG. Dans cette intervention, il a insisté sur l'importance du rôle d'un administrateur dans la transparence, la redevabilité et la prise des décisions stratégiques au sein des conseils d'administration. Durant 3 jours, les participants ont été outillés sur les fondamentaux de la gouvernance d'entreprise, les responsabilités juridiques et éthiques de l'administrateur, ainsi que les bonnes pratiques adoptées dans l'exercice de ses fonctions. Le 3e jour a été consacré à un exercice pratique, une simulation des tenues d'un conseil d'administration d'une entreprise fictive. Cette mise en situation a permis aux apprenants de lier la théorie à la pratique du terrain en reproduisant les dynamiques et les enjeux propres aux instances décisionnelles. Nous sommes arrivés à la fin de notre session de formation. Vous avez la latitude de devenir membre de l'Institut congolais des administrateurs et je souhaite à chacun de vous bon succès dans l'exercice de vos mandats, dans vos entreprises où vous êtes déjà et dans les entreprises à créer. Merci beaucoup. Merci. À l'issue de cette session, les participants ont été consacrés administrateurs par les formateurs, marquant ainsi leur entrée officielle dans ces corps stratégiques appelés à jouer un rôle clé dans la gouvernance des organisations.
24 avril 1990, 24 avril 2026, cela fait exactement 36 ans, jour après jour, depuis la proclamation de la République démocratique du Congo, alors Zaïre, comme État démocratique, quittant ainsi le monopartisme vers le multipartisme par le maréchal Mobutu, un acte perçu à l'époque comme un tournant vers la démocratie, mais qui serait aujourd'hui une désolation pour le peuple congolais, estiment quelques analystes politiques rencontrés à ce sujet par la rédaction de Mikuba Radio et Télévision, personnellement par Grace Miji. Suivez. Après 25 années de règne sans partage, Mobutu Sese Seko annonce la fin du monopartisme incarné par les partis uniques et l'ouverture au multipartisme le 24 avril. Une réforme qui, à l'époque, portait les espoirs d'une nouvelle ère politique et aujourd'hui semble avoir produit des effets contraires au point d'être perçue comme un désastre pour le peuple congolais. Je crois que l'essentiel, que l'on soit dans le monopartisme, que l'on soit dans le multipartisme, l'essentiel est que réellement le peuple puisse détenir son pouvoir. Multipartisme, mégapartisme, je dirais c'est un désordre politique. Nous sommes un pays au monde qui a plus de partis politiques. Et tous les petits politiciens congolais veulent devenir des présidents, autorités morales, tout ce que vous voulez, gérant un parti politique, même sans objectif. Face à cette situation, des voix s'élèvent pour appeler à l'instauration de critères rigoureux, dont la création et la reconnaissance de partis politiques. Un parti politique joue sur la masse. Mais la plupart de nos partis politiques n'ont pas de masse, n'ont pas de militants comme je vous ai dit. Pour avoir un parti politique, il faut d'abord avoir une idéologie que vous confessez et que vous souhaitez amener cette idéologie-là à un haut niveau. Parce que la mission de parti politique, c'est la conquête du pouvoir. À défaut, la République démocratique du Congo devrait envisager une réduction significative du nombre de partis, voire un retour au système du parti unique. D'ailleurs, je souhaiterais le comportement du président burkinabé qui a supprimé tous les partis politiques, sans exception. Si nous pouvons aussi prendre pour modèle nos frères burkinabés pour qu'on supprime tous, c'est un désordre inutile. Les efforts devaient être encore consentis beaucoup de plus en plus pour que nous puissions vivre réellement la démocratie. Donc il y a encore beaucoup à faire. En commençant d'abord par éliminer tous ces pléthores de partis politiques qui existent, qui ne font rien. Si nous devons penser la limitation de ces multipartismes, le redéfinir en termes de limites, tout au plus 5 partis politiques, et cela va permettre de réduire la prolifération de roitelets politiques qui se cachent derrière les partis politiques. L'inflation du nombre de partis politiques en RDC n'a pas consolidé la démocratie. Par contre, elle semble l'avoir fragilisée, ont-ils renchéri. Et puis le pape Léon XIV a officiellement clôturé sa tournée africaine ce jeudi par une messe en plein air en Guinée équatoriale, pays très fermé d'Afrique centrale. Ultime étape de son périple de 11 jours, allant soit du 14 au 23 avril. Les détails dans ce commentaire. 18 vols, 8 messes, discours en plusieurs langues, rencontres, cérémonies, bains de foule. Sous une chaleur tropicale, le pape américain a honoré un agenda très dense au cours de cette tournée de 18 000 km dans 4 pays. Pour son premier grand voyage international, Léon XIV est parti de l'Algérie au Cameroun, puis en Angola, où il a multiplié les appels à la justice sociale, à la paix et au respect de la dignité humaine, tout en dénonçant les inégalités, la corruption et l'exploitation injuste des ressources naturelles par les tyrans. Cette tournée l'a vu adopter un style plus affirmé, loin de la retenue affichée depuis son élection en mai 2025, s'en prenant à ceux qui, au nom du profit, continuent de s'emparer du continent africain pour l'exploiter et le piller. Mercredi, devant le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, il a encore appelé à ce que les espaces de liberté s'accroissent et dénoncé les conditions d'hygiène et de santé inquiétantes des détenus du pays. Jeudi matin, pour son dernier jour dans cette ancienne colonie espagnole de 2 millions d'habitants, le chef de l'Église catholique a célébré une messe devant 30 000 fidèles au stade de Malabo, ancienne capitale située sur l'île de Bioko dans le golfe de Guinée.
Et puis cette actualité en bref et en image, la 7e édition du cinéma du Lualaba a été officiellement lancée ce jeudi 23 avril au village des Congrès, marquant ainsi le coup d'envoi de 4 jours dédiés à la promotion du 7e art dans la province. Placée sous le haut patronage de la gouverneure Fifi Masuka, cette grande messe culturelle rassemble cinéastes, acteurs, professionnels du secteur et passionnés du cinéma autour d'un programme riche alliant réflexion, divertissement et valorisation des talents locaux et internationaux. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur du festival Doudou Maloba a salué l'engagement des autorités provinciales, en particulier celui de la gouverneure pour l'accompagnement et la réussite de cette 7e édition. Au programme, durant ces 4 jours, projection de films, rencontres professionnelles, ateliers d'échange, animation culturelle et défilés de mode, ainsi que des expositions d'œuvres d'art. Et puis, dirigée par son président Moutra Mutunda, la Fédération des négociants miniers du Lualaba a rendu un vibrant hommage à l'un de ses membres. Il s'agissait de Dédé Moulemba, alias Mouzira, chargé des carrières et d'investigation, décédé le 17 avril dernier à Kolwezi de suite d'une maladie. La cérémonie funéraire s'est déroulée au domicile familial en présence des quelques autorités, des proches du défunt, ainsi que de membres de la famille qui lui ont tous rendu un hommage mérité. Suivez ce reportage de Michael Moutula. C'est dans une profonde douleur, entre pleurs et consternation, que famille, amis et collègues ont accompagné ce mercredi 22 avril Dédé Moulemba, sa dernière demeure. Membre de la Fénémilou et chargé de carrière et investigation, Dédé Moulemba est décédé à Kolwezi de suite d'une maladie. Avant l'inhumation à la nécropole cité des anges de Mangamanga, une exhortation biblique a été adressée à l'assistance. Si nous sommes encore en vie, nous devons apprendre à compter nos jours et examiner notre vie, car elle est éphémère. Moment particulièrement émouvant, les déliements de la veuve, marqués par le retrait de son alliance, suivi des témoignages des proches de l'illustre disparu, dont celui de la Fénémilou à travers son président Moutra Mutunda. Moi je me souviens, il Mouyouaka vit depuis 2000 ans, de Kankébé. Je l'ai connu depuis bien longtemps. En 2000, il est parmi les aînés qui nous ont appris à faire de l'artisanat minier au pays jusqu'à l'extérieur. Dédé Moulemba était pour nous un conseiller et un modèle à suivre. Aujourd'hui, nous sommes tous là à nous soutenir les uns les autres, et chaque fois la douleur s'est réveillée face à la réalité. Mais il aura toujours une place libre au sein de notre fédération, marquant physiquement un grand vide. Adieu les guerriers Moulemba. Que la terre À l'étape du dépôt des gerbes de fleurs, le sénateur Machata Kayembe, présent à cette cérémonie de deuil, a ouvert la marche, suivi de membres de la famille et de collègues négociants. Les cortèges funèbres s'est ensuite ébranlé à travers les artères de Kolwezi jusqu'au cimetière Cité des Anges. C'est là, à la vallée Angélus, que Dédé Moulemba a été inhumé après les oraisons funèbres, dont celle de sa famille biologique, qui a remercié la Fénémilou pour son accompagnement tant moral que financier. Décédé à l'âge de 52 ans, Dédé Moulemba Kalala laisse derrière lui une veuve, plusieurs enfants, 4 petits-fils, ainsi que toute la communauté des négociants miniers dans une profonde affliction. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Adieu, Dédé Moulemba. Et puis cette actualité, avant de nous séparer du 28 au 30 avril, la province du Lualaba va vibrer au rythme de la première édition du festival Lualaba Danse. Différents groupes vont prendre part à ce grand rendez-vous pour célébrer la journée internationale de la danse. L'événement va se dérouler à l'espace francophone CLAC Saouti Amacho du 28 au 30 avril. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.